Bonjour à toutes et à tous. On est maintenant live pour cette heure et demie ensemble à parler de Bicorp pour les entreprises internationales. N'hésitez pas à nous partager dans le chat d'où est-ce que vous vous connectez pour qu'on ait un petit tour d'horizon des différentes localisations géographiques. Et n'hésitez pas aussi, quand vous répondez, à bien le faire pour tout le monde et pas juste à nous, les autres et panélistes, puisque je vois un bonjour de Munich, mais pas partagé à tout le monde. Donc, pensez bien à envoyer votre message à tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'accueillir nos panélistes et je suis ravie de voir que le Master RH a réussi à se connecter. Donc, c'est un webinaire un peu particulier puisque je vois qu'on est aussi en direct des salles de cours. C'est un vrai plaisir de pouvoir accueillir aussi des étudiants et en plus des entreprises aussi qui se posent la question de finalement Bicorp pour les entreprises internationales, comment faire? Je me présente, je suis du coup Sophie Conchon, la facilitatrice de cette table ronde et la très fière CEO de Wiser Impact qui vient juste de devenir Bicorp Pending il y a à peine une heure. Donc, je voulais célébrer ça avec nos 4 panélistes et puis vous aussi qui êtes connectés. Je suis également formatrice des leaders que je salue pour celles et ceux qui sont connectés. C'est toujours un plaisir de vous former chaque mois et la semaine passée avec Limène, nous avons formé la 13e promotion. Donc, bravo, si on a des gens de la promo 13, n'hésitez pas aussi à vous le mentionner dans le chat. Et puis, pour celles et ceux qui me suivent depuis mai 2020, je suis aussi la rédactrice de la lettre du sens à l'impact, où je vous partage mes meilleures pratiques pour avoir de l'impact. Et des occasions comme ce webinaire, où le but aujourd'hui pour moi, c'est de vous offrir la possibilité de poser toutes vos questions à nos 4 intervenantes autour de ce sujet à la fois complexe et passionnant, qui va nous emmener visiter des sommets, puisque vous allez voir, on va parler d'altitude avec ce thème. Et sans plus attendre, je vous présente du coup autour de la table, j'ai Alexandra Ferré du groupe Rocher. Alexandra, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots le groupe Rocher? Qu'est-ce que c'est? Et surtout, Bicorp, pour toi, en tant que CSR Programme Manager, c'est quoi comme sport? Bien sûr, bonsoir tout le monde. Alors, le groupe Rocher, c'est un groupe familial français et plus particulièrement breton. Il a été créé en 59 avec la première marque Yves Rocher, qui est la plus connue, mais il est aussi devenu international et maintenant il opère dans les marchés cosmétiques, home care et aussi textile. Et si je devrais décrire Bicorp en un sport, moi j'ai choisi le horseball, parce que c'est un sport que je pratique qui est aussi très méconnu. C'est à peu près du Quidditch à cheval. Et je trouve que ça va très bien à Bicorp parce que c'est un sport d'équipe, donc des petites équipes qui doivent être très soudées, un sport très stratégique et qui est aussi très rapide. Donc on y va avec de l'endurance, mais beaucoup de phases de rapidité et toujours l'équipe très soudée. Merci Alexandra. À côté de toi, on a Anne-Sophie du groupe Bonduel. Donc Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous présenter le groupe et également ton sport? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Bonduelle, c'est une entreprise familiale française créée en 1853. Nous fabriquons des produits donc végétaux, des légumes, mais pas que, prêts à l'emploi, frais en conserve et en surgelé et commercialisés dans une centaine de pays. Sous la marque Bonduelle et Cassegrain, mais aussi Globus, Del Monte, Ready Pack Foods et Arctic Gardens aux États-Unis, Canada. Et si je devais choisir un sport, ça serait la course à pied, mais pas le petit jogging du dimanche. Non, non, la course longue, type, trail ou marathon. La course haut niveau qui mobilise toutes les parties du corps et qui demande, endurance et persévérance. Merci Anne-Sophie. Et à côté de toi, on a Camilla Garcia du groupe Danone. Camilla, est-ce que tu peux nous présenter ton rôle au sein du groupe Danone et également le sport que tu as choisi pour nous parler de Bicorp? Merci Sophie et bonjour à tous et à toutes. Alors moi, c'est Camila Garcia, donc je suis responsable Sustainability et Bicorp pour la division nutrition spécialisée chez Danone. Donc la nutrition spécialisée chez Danone, c'est l'alimentation infantile et c'est la nutrition médicale. Donc avec les marques Blédina, que je pense que vous connaissez,
et la marque Nutricia sur la partie médicale. Nous, on est déjà certifié Bicorp. Donc, on est certifié Bicorp depuis 2019 pour Blédina et depuis cette année, depuis il y a quelques mois, pour la partie nutrition médicale avec Nutricia. Moi, si je devais choisir un sport, j'ai choisi l'alpinisme. L'alpinisme parce que, en fait, à chaque fois que je pense à notre voyage Bicorp, je dois penser à notre ami de loin, Yvon Chouinard, qui nous dit qu'à chaque fois que plus important qu'atteindre les sommets d'une montagne, c'est les chemins parcourus. En fait, quand je pense à Bicorp, je pense aux chaussures de randonnée qu'on va mettre, je pense à l'eau qu'on doit apporter, je pense au bivouac, je pense au moment où on n'a plus d'oxygène, et je pense à tous ces chemins qui est absolument inconnu tant qu'on n'a pas commencé l'aventure. Et surtout, une fois qu'on a achevé les sommets, c'est surtout la descente aussi. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai fait les liens avec Bicorp, parce que la certification, certes, elle est super, mais c'est surtout les chemins qui viennent après. Et ça, c'est le plus important. Et c'est un sacré challenge, la recertification. C'est pas tout d'avoir monté le sommet une fois, il faut continuer en altitude. Merci beaucoup, Camilla. Et pour finir ce tour de table introductif, Climène Quéclin de Bilab France, c'est un plaisir de t'avoir autour de la table. Est-ce que tu peux nous dire, toi qui connais bien la communauté française et européenne, c'est quoi le sport dont tu parles le plus souvent quand tu parles de Bicorp? Déjà, tous les sports qui ont été cités là par mes camarades représentent bien. Moi, je pourrais parler aussi de course au large. Pourquoi la course au large? D'abord, si voyager très loin, c'est le cap que l'on se fixe, les outils de navigation pour y arriver. C'est le respect de la nature et l'économie des ressources qui est très important sur un bateau. C'est l'équipage. Coordonner les manœuvres, c'est essentiel pour ne pas se planter. Et puis, enfin, c'est fun, on surfe quand il y a du vent sur les vagues et on s'amuse bien. Et voilà, Bicorp, pour moi, c'est un peu tout ça à la fois. Merci Climène. Alors, terre, mer, des chevaux, juste des baskets, il y en a pour tous les goûts. Et comme vous le voyez, ce qui compte surtout, c'est le chemin parcouru pour y arriver. Avant de faire connaissance avec vous qui êtes de l'autre côté de la caméra, je voulais vous donner ces petits points de repère pour aussi vous permettre de situer votre entreprise par rapport à nos intervenantes et voir un peu le retour d'expérience qu'elles vont vous faire. Ce sont des expériences pour justement des entreprises de secteurs très différents. On est sur des très grandes entreprises avec un nombre de collaborateurs significatif. Et puis aussi attirer votre attention sur le fait que dans la communauté Bicorp, ce n'est qu'une partie de la communauté, puisque dans les 4000 entreprises aujourd'hui certifiées, on a donc plus de 150 industries et des entreprises de toute taille. Donc, par exemple, moi, je fais partie plutôt de la catégorie des toutes petites entreprises. Et à côté, on a des grandes entreprises comme le groupe Rocher, le groupe Bonduel et le groupe Danone. Et donc, aujourd'hui, on va se centrer vraiment sur ces grandes entreprises parce qu'elles ont des problématiques qui leur sont propres et un challenge aussi avec leur présence internationale. Et donc, avant de redonner la parole à nos intervenantes et leur envoyer tout un tas de questions qu'on a préparées avant, on aimerait bien faire connaissance avec vous et savoir du coup si vous êtes plutôt, vous représentez une PME qui sont le gros du mouvement Bicorp aujourd'hui. Et donc, vous allez voir apparaître normalement à l'écran un sondage et nous dire donc du coup si vous êtes soit une PME, donc avec un chiffre d'affaires du coup de 100 millions d'euros, moins de 100 millions d'euros, soit une ETI, donc le fier représentant de mon sommet, le Cervin, en Suisse, et donc de cette taille-ci, soit une grande entreprise, comme c'est le cas du groupe Bonduel, du groupe Danone et du groupe Rocher. Et donc, vous visez plutôt des sommets comme le Mont Blanc à 4600 mètres. Et sinon, dernière option, est-ce que vous êtes un B-leader? Alors, j'ai l'impression que le sondage ne s'est pas lancé, donc je veux bien que vous nous mettiez dans le chat quelle est la réponse dans votre cas. Donc, qui vous représentez? Et on va jeter un œil sur les résultats et je vous propose pendant ce temps-là de passer à l'agenda.
Donc, aujourd'hui, finalement, la question qu'on va adresser pendant cette grosse heure ensemble, c'est comment réussir votre parcours Bicorp quand on est une entreprise internationale. Et ce parcours, on vous propose de le faire en 3 étapes. On va d'abord se centrer sur comment on fait pour prendre le bon chemin, parce que c'est le point de départ pour atteindre ce sommet. La deuxième grand temps qu'on regardera ensemble, c'est comment mobiliser les bonnes personnes à chaque étape, puisque, comme le soulignait très bien Anne-Sophie, c'est une course de fond. Donc, l'important, c'est de ne pas s'essouffler et de mettre les bonnes personnes dans l'équipe au bon moment. Et en troisième étape, on regardera aussi comment gérer les obstacles sur votre chemin, parce que c'est un sommet pas facile à atteindre et sur la route, peut-être que vous manquerez d'oxygène ou les crampons sont plus adéquats, pour reprendre la métaphore de l'alpinisme. Et donc, on va regarder ça un peu plus en détail. Et donc, commençons tout d'abord par regarder comment prendre le bon chemin, qui est vraiment le préalable. Et pour ça, je voudrais juste faire un rappel du coup, parce que j'ai vu, il y a quelques personnes qui sont connectées, qui sont plutôt en PME aujourd'hui. Je vous invite à aller regarder le webinaire qu'on avait organisé en juillet sur les étapes vers la certification Bicorp, qui vous expliqueront bien en détail quelles sont les étapes du processus standard, qui est l'une des voies vers Bicorp. Il y a également la voie des entreprises en création, ce qui est le cas par exemple de Wiser Impact. Et donc, je vous invite aussi à aller regarder, on avait bien détaillé ce point-là. Et aujourd'hui, on va se centrer plutôt sur la voie que j'appelle complexe pour justement des grandes entreprises. Et on va aussi voir avec Climène que dans certains cas, en fait, une entreprise internationale peut relever du processus standard. Et donc, pour savoir ça, justement, ma première question est pour toi, Climène. Comment on détermine l'approche de certification Bicorp quand on est face à une entreprise internationale? Alors, eh bien justement, le chemin de certification, dès lors qu'une entreprise n'est plus de PME assez simple dans son organisation, il est différent. Et les questions qu'il faut se poser, elles apparaissent là. Il y a toute la liste, mais globalement, je dirais qu'il y a 3 choses principalement. C'est d'abord la taille de l'entreprise, ensuite sa complexité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est composée de plusieurs entités juridiques, elle opère dans plusieurs pays, etc. Et puis le troisième, c'est la façon dont elle est, enfin c'est la présence de capital détenu par une autre entreprise, soit l'État, soit une autre entreprise. Et puis enfin, il y a évidemment les histoires de industrie controversée et la question de la franchise, partage de nom ou de marque, c'est pour éviter globalement de certifier une entreprise et de semer la confusion en pensant qu'une entreprise est certifiée uniquement parce qu'il y a une autre entreprise certifiée qui porte le même nom et qui est certifiée alors qu'une autre ne va pas l'être. Donc, tout simplement, ça sert à clarifier la situation de chaque entreprise et choisir le processus de certification le plus adapté en fonction de cette complexité. D'accord. Et donc, finalement, sur cette checklist, si on répond oui, on est dans cette approche standard qu'on avait décrite dans un webinaire précédent. Et s'il y a un seul non, c'est là le moment où il faut déclencher une phase de découverte, qui est du coup quelque chose que l'on fait avec l'antenne locale de Bilab, donc en l'occurrence avec toi, Climène, et qui a 3 objectifs. Peut-être que tu veux nous rappeler et ensuite on fera un zoom sur chacun de ces objectifs. Oui, donc ces objectifs, c'est vérifier votre éligibilité parce que ça ne sert à rien de vous lancer à corps perdu dans cette certification si vous vous apercevez que vous n'êtes pas éligible. Définir le processus parce que si aujourd'hui 85% de notre pipeline, c'est du processus standard avec des étapes assez classiques, néanmoins, il y a un processus différent dès lors qu'effectivement, vous êtes une grande entreprise avec un certain niveau de complexité. Et enfin, cela vous permet d'estimer le budget de certification parce que si vous sortez de l'approche standard, eh bien, il y a des frais de pré-certification qui vont s'appliquer dans ces cas-là. Eh bien, on va revenir justement plus en détail sur ces éléments en commençant par justement l'éligibilité. Dans quel cas peut-on ne pas être éligible finalement à la certification Climène?
Alors, le premier cas qui est présenté ici, c'est effectivement le capital détenu par l'État. Alors ça, ce n'est pas rédhibitoire. Ce qui est rédhibitoire, c'est une entreprise dont non seulement le capital est détenu par l'État, mais également le contrôle est détenu par l'État. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des entreprises dont le capital est détenu par l'État, mais avec une gouvernance et une organisation indépendante qui vont pouvoir être certifiées. Donc, ce n'est pas parce que vous avez votre capital détenu par l'État que pour autant vous êtes éliminé tout de suite. Le deuxième cas, c'est la situation de monopole qui est excluante puisque vous n'opérez pas dans un marché concurrentiel et donc la certification ne s'applique pas, la philosophie de la certification ne s'applique pas dans ce cas-là. Et puis enfin, le troisième cas, c'est lorsque au fameux questionnaire de divulgation qui fait partie de l'évaluation Bicorp qui n'est pas noté et dont l'objectif est justement de vérifier que vous n'êtes pas concerné par une pratique sensible, que ce soit lié à votre secteur d'activité ou à vos pratiques, où là, ce n'est pas pour autant que vous cochez oui au questionnaire de divulgation que vous êtes rendu inéligible, mais cela donne lieu à des questions pour approfondir la question de l'éligibilité. Là-dessus, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail, mais la position de Bilab n'est pas d'exclure des entreprises, mais en revanche, d'avoir une attention particulière à des entreprises qui sont soit opèrent dans une industrie controversée ou soit ont démontré qu'elles avaient des pratiques controversées. L'idée, c'est de ne pas juger le passé, mais plutôt d'entraîner l'entreprise vers l'avenir. Et donc, Bilab définit pour toutes ces questions sensibles, au fur et à mesure que les cas se présentent, des notes de position sur les sujets de controverse, définissant les critères qui font que, même si l'entreprise est concernée par ce sujet de controverse, elle peut être certifiée sous telle et telle condition. Et peut-être que l'une ou l'autre de nos panélistes ici pourra témoigner. On va y revenir justement. Donc, ces sujets sensibles, vous les retrouvez justement à l'écran. Vous voyez l'adresse où consulter publiquement l'ensemble des notes de position qui ont été publiées par Bilab à date. Et justement, Camilla, dans le cas de la certification de Blédina, vous avez été confrontée à cette fameuse question de divulgation. Puisque vous êtes dans une industrie dite sensible avec des pratiques parfois questionnables sur le marketing, sur les laits infantiles. Est-ce que tu peux un peu nous dire comment ça s'est passé dans votre cas? Et puis, on sait comment l'histoire s'est finie, vous vous êtes certifié, mais c'est intéressant d'avoir le retour d'expérience. Oui, complètement. En fait, nous, on avait fini le process de certification. Donc, on a fait les BIA, on a répondu à toutes les questions, on a fait les process d'audit avec Bilab. Donc, ça a pris à peu près 7 mois. Et en fait, au moment où on s'est dit, bon, ça y est, c'est bon, on est certifié, on va fêter, Bilab est revenu vers nous avec une belle surprise en nous disant que, attention, on ne pouvait pas être certifié tout de suite parce qu'effectivement, on faisait partie d'un business pour lequel on pouvait se poser des questions. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, chez Blédina, en fait, on a des produits qui sont qualifiés comme ce qu'on appelle des breast milk substitutes, donc des BMS. Et selon les codes OMS, en fait, on a été, on va dire, questionné par rapport à nos pratiques dites concurrentielles versus l'allaitement maternel. En fait, ce qui s'est passé par rapport à ça, c'est qu'il a fallu, pendant presque 1 an, discuter avec Bilab, avec nos équipes corporate, avec les équipes, on va dire les équipes réglementaires, avec les associations pro-allaitement maternel aussi, justement pour expliquer pourquoi nous, certes, on fait produire on va dire, de ce qu'on appelle les BMS, mais on les fait aussi parce qu'il y a des mamans qui soit ne peuvent pas allaiter, ou soit ne veulent pas allaiter. Donc, en fait, il y a un créneau. Pas tout le monde est éligible, si on peut dire comme ça, à l'allaitement maternel. En fait, ce qu'il a fallu, c'est vraiment expliquer en quoi, finalement, on n'était pas concurrentiel et qu'on respectait justement les cadres de l'OMS. Et donc, c'est ça qui nous a pris énormément de temps. Et ce qui est sorti à la fin, c'est qu'en fait, on a réussi finalement à expliquer comme quoi on était complètement en lien avec la normative, avec les normes qui sont posées par le code OMS. Et en fait, à la fin, Bilab avec ce qu'on appelle les Standards Advisory Council,
ils ont défini que ce type d'entreprise peut être éligible à la certification B Corp tant qu'il respecte les codes OMS, première chose. 2, qu'il soit justement conséquent dans ses pratiques de marketing, etc., par rapport à ces codes. Et 3, aussi que soit aussi transparent si dans un moment donné, elle n'est pas complètement alignée avec cette normative. Donc, c'est important effectivement de le faire. Et ce que je retiens aussi de ça, il y a 2 choses. La première, c'est qu'on pourrait perdre la certification à n'importe quel moment si on n'est pas complètement aligné avec ce qu'on a dit et ce qu'on fait. Et 2, surtout, pour moi, c'était finalement, ça m'a confirmé la pertinence du choix de devenir B Corp parce que ça a montré pour moi la sévérité du process, finalement, de la gouvernance qui est gérée au niveau des B-Labs et du sérieux, finalement, de cette certification. Même si le process a été très long et démotivant par des moments, mais c'est aussi la réalité de rentrer dans cette aventure. Et donc, ça souligne bien l'exigence en fait constante qui reste. C'est pas tout d'atteindre le sommet, c'est aussi de continuer à chaque instant sa marche et d'avancer. Ouais, tout à fait. Merci pour ce témoignage. Deuxième élément de cette phase de découverte, le but c'est de déterminer du coup le processus de certification. Climène, est-ce que tu peux un peu nous indiquer les 3 approches possibles quand on est une entreprise internationale faisant ce questionnaire de découverte? Tout à fait. Donc, à l'issue du questionnaire de découverte, soit d'abord vous êtes éligible ou inéligible, ou en tout cas, il y a une histoire d'éligibilité à creuser. Et une fois qu'on a passé cette étape, en fonction de ce que l'on a analysé pendant cette phase de découverte, soit l'entreprise va finalement rester en approche standard, soit elle va passer en ce qu'on appelle une approche grande entreprise, soit elle va suivre le programme B-Movement Builder. Et autour de la table, on a effectivement des entreprises qui sont passées par les différents programmes qui pourront témoigner. Donc, en fait, comment est-ce que l'on définit une approche standard? En fait, c'est même jusqu'à un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Si l'entreprise est grande, mais qu'elle est assez centralisée dans sa décision, qu'il n'y a pas trop d'entités juridiques, trop d'activités différentes et trop de pays différents, si c'est assez homogène, en fait, elle va rester en approche standard. À l'inverse, une entreprise de cette taille-là, comprise entre 100 millions et 1 milliard, si elle a une complexité importante, elle est systématiquement tenue de suivre l'approche grande entreprise. À partir de 1 milliard, elle est systématiquement éligible à l'approche grande entreprise, elle ne peut pas suivre l'approche standard et potentiellement, si elle le souhaite, si elle est intéressée, si vous les conseille, elle peut suivre ce qu'on appelle le programme B-Movement Builder. Et puis enfin, au-dessus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'entreprise doit suivre le programme B-Movement Builder, dont on parlera un petit peu après, sauf dans un seul cas, c'est les filiales je le dis parce que j'ai eu plusieurs fois le cas en France, si vous faites 5 milliards mais que vous êtes vous-même filiale encore d'un autre groupe, à ce moment-là, vous n'êtes pas éligible au programme B-Movement Builder qui est éligible uniquement aux groupes dans leur entièreté. Et effectivement, si tu passes, là on voit bien le schéma. Donc, phase de découverte, éligibilité, non-éligibilité. La non-éligibilité est quand même assez rare. On en a quelques cas en France, mais c'est assez rare. Et les 3 approches sont décrites. Donc, en approche standard, vous allez directement aux phases de l'approche standard qui sont je remplis mon BIA, je soumets en ligne, je vérifie mes points et une fois qu'ils sont vérifiés, je signe toutes les déclarations et je célèbre et je progresse, et je progresse, et je progresse. En revanche, sur les approches grande entreprise et B-Movement Builder, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail à ce stade-là, mais dans les 2 cas, il y a des étapes de pré-certification supplémentaires. Une application qui va permettre de vérifier l'éligibilité de l'entreprise, cette fois-ci, au programme de préparation.
et puis le programme de préparation proprement dit. Et ces phases-là, vous voyez, il y a des euros, et bien ces phases-là sont payantes pour les entreprises. De la même façon que pour ces entreprises-là qui suivent ces deux approches du bas, là, elles ont systématiquement un audit sur site, ce qui n'est pas systématique et plutôt rare dans l'approche standard. Donc voilà, dans les grandes lignes, la configuration qui va se poser aux entreprises. Encore une fois, la taille et la complexité, et c'est le mix des deux qui va permettre de déterminer si vous basculez sur une approche ou sur une autre. Et peut-être en 2 mots, ce fameux programme Be-Movement Builder que tu mentionnes, la différence avec une approche grande entreprise simplifiée, si tu devais l'expliquer, ce serait? Si je devais l'expliquer, c'est que l'approche grande entreprise simplifiée, comme son nom l'indique, est simplifiée. C'est-à-dire que les grandes étapes de cette approche simplifiée, ça va être, on va vérifier, on va checker tout ce qui est lié au risque et aux pratiques sensibles. On va travailler sur le périmètre de certification et on va proposer à l'entreprise une étape de ce qu'on appelle BAA Performance, qui est la possibilité pour l'entreprise de se tester en grandeur nature sur le BAA avec des analystes seniors. Donc, vous voyez, ce sont des étapes plutôt techniques liées directement à la certification. Tandis que dans le programme Be-Movement Builder, et Anne-Sophie en témoignera tout à l'heure, il y a un programme d'engagement beaucoup plus élargi où en fait on travaille sur les grandes étapes d'engagement d'une entreprise dans un processus, c'est-à-dire le fait qu'elle se déclare publiquement engagée, le fait qu'elle commence à faire la modification de ses statuts, le fait qu'elle fasse une analyse de matérialité, qu'elle définisse des objectifs stratégiques, qu'elle ait déjà fait un rapport de développement durable, et dans ce programme également, elle échange avec ses pairs puisque le programme Be-Movement Builder n'est pas un programme individuel, mais enfin, il est à la fois un programme individuel et collectif avec un suivi individuel de l'entreprise sur sa démarche de progrès, mais aussi des temps de rencontre avec d'autres entreprises de même taille également engagées dans un chemin de certification. Donc, je dirais un parcours beaucoup plus accompagnant que l'approche grande entreprise simplifiée. D'accord, merci. Et justement, passons au retour d'expérience, puisque nous avons la chance d'avoir à côté de toi des personnes qui sont engagées dans ces différentes approches. Je commencerai par toi, Alexandra. Est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ces étapes que présentait Climène dans l'approche grande entreprise simplifiée? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec le groupe Rocher? Alors, le groupe Rocher, on a commencé à regarder, à se mettre en mouvement vers la certification B Corp il y a déjà maintenant 3 ans. Donc, c'est déjà un processus assez long. On a passé comme grandes étapes la discovery phase, donc tout ce qui était la présentation, l'engagement du groupe aussi vers la certification B Corp. On est en train de finaliser l'évaluation des risques. On est plutôt dans une industrie avec peu de controverses, donc moins difficile à réaliser. Et on a finalisé le scoping. Donc, le scoping, c'est toute cette mise à plat de la structure du groupe pour définir combien d'évaluations il va falloir réaliser, quel est le parcours, quelles sont les synergies qu'on peut créer entre les différents marchés et les différentes marques, et à peu près combien de temps est-ce qu'il va nous falloir pour être certifié. À la suite de ça, oui, vas-y, je t'en prie. On a réalisé aussi une pré-évaluation, donc on a appelé un pre-assessment en interne pour évaluer toutes nos entités. Donc, c'était un peu l'objectif de cette année, de prendre toutes les entités du groupe Rocher, toutes les marques, et d'obtenir un score préliminaire. Donc, pour donner un peu une idée, on a 24 évaluations, donc des B-Impact Assessment, donc après un jeu de 200 questions, x 24 pour couvrir tous nos marchés et nos opérations, entre la production, la distribution et tous les sites, toutes les fonctions support. Et derrière, donc déjà une marque certifiée au sein du groupe. Tout à fait. Vu que ça fait 3 ans qu'on est un peu dans le mouvement, on a eu le temps de faire un premier essai sur une marque pilote qui s'appelle Arbonne et qui est aux États-Unis.
Donc, elle était très proche aussi du mouvement Bicorp, qui est quand même à la base américain, qui est vraiment très ancré notamment en Californie. Et on a réalisé la première certification d'Arbonne en 2019. Et c'est ça aussi qui nous a un peu permis d'évaluer la difficulté d'être certifié Bicorp, quels allaient être les besoins et l'accompagnement pour amener les autres marques, et aussi comment est-ce qu'on peut au mieux séquencer la certification et amener toutes les autres marques du groupe ensemble à horizon 2025. Merci beaucoup, Alexandra. À côté de toi, du coup, Camilla, avec le groupe Danone, vous faites partie des pionniers à l'initiative de ce programme B-Movement Builder, puisque vous êtes finalement le premier grand groupe international qui s'est intéressé de près à la certification B Corp. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi vous avez rejoint cette initiative lancée par Bilab Europe, qui est donc l'antenne européenne du mouvement Bilab? Par Bilab Global même. Bilab Global, ouais. Aussi, ok. En fait, oui, donc du coup, l'initiative effectivement a été lancée par Bilab et nous, Danone, on est rentré plus je dirais qu'un rôle de mentoring parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a à plus de 55% de notre chiffre d'affaires qui est certifié au niveau monde. Et aussi parce que on a commencé, on va dire, cet cheminement avec Bicorp depuis 2015. Donc, on est vraiment parmi les premières, on va dire, grandes entreprises à faire ça. Donc, en fait, notre rôle en tant que mentoring, c'est justement d'accompagner les grandes entreprises dans un rôle de partage de bonnes pratiques, de partage d'outils, de partage de vécus, d'expériences, de comment nous, justement, on mène cette certification. Parce qu'en fait, je n'ai pas dit, mais l'objectif de Danone, c'est d'être à 100% certifié, en fait, pour tout le groupe Danone d'ici 2025. Donc, c'est demain. Donc, effectivement, c'est un processus qui prend du temps. Il y a toute une organisation mise en place. Et vraiment, l'objectif, c'est ça, c'est de partager nos points positifs aussi nos challenges avec les autres. Et après, je dirais que pour nous, ce qui est important de faire partie de ces movement builders, c'est effectivement de voir aussi un retour d'expérience des autres. Mais je pense que ce que nous, on cherche aussi, c'est justement à demain de pouvoir lancer des initiatives avec d'autres entreprises, en fait. De certaine manière, laisser de côté cette notion aussi de concurrence et se dire, finalement, l'objectif final de ces mouvements, c'est quoi? C'est de créer une économie qui soit régénérative, inclusive, etc. Et comment est-ce qu'ensemble, on peut y arriver et créer cet impact positif d'une manière beaucoup plus globale. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important de faire partie de ces mouvements. Et voilà, et c'est ça qu'on voit, en tout cas, comme, je dirais, étape d'après avec les autres entreprises. Finalement, c'est un peu une forme de coalition au sein du mouvement d'entreprises en chemin. Et je me tourne vers toi, Anne-Sophie, parce que vous êtes aussi partie de cette coalition d'entreprises. Pourquoi vous avez rejoint avec le groupe Bonduel cette initiative quand vous vous êtes lancé dans Bicorp? Alors, ça tombait à peu près au bon moment, parce que donc, nous, on a formulé le souhait d'être Bicorp en 2018. On a l'objectif d'être Bicorp au niveau du groupe en 2025. Et comme on l'a dit déjà très justement, le fait de certifier une entreprise de notre taille, voilà, ça n'a jamais été fait. Donc, il n'y a pas vraiment de recette ou de manuel. Enfin, chaque entreprise crée sa propre recette. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a une vraie opportunité d'apprendre des autres entreprises en échangeant sur les modes opératoires, sur ce qui a fonctionné ou pas, sur les outils que les uns ou les autres ont développés, etc. On échange beaucoup entre nous, que ce soit avec Danone ou avec Yves Rocher, mais aussi d'autres entreprises qui sont dans la démarche. Et le B-Movement Builder, c'est une occasion aussi d'approfondir des sujets plus techniques pour s'alimenter, avoir des éléments de benchmark, etc. On organise souvent des sessions thématiques, comme par exemple, là récemment, pour donner un exemple très parlant, on a travaillé sur l'analyse de matérialité. Donc, c'est l'exercice élémentaire de chaque entreprise qui se lance dans la RSE, mais là, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Encore une fois, le but, c'est de montrer la voie et d'être parmi les leaders, finalement. Déjà que Bicorp, c'est un standard voilà, qui est assez élevé, mais alors là, on se met un objectif encore plus ambitieux, c'est vraiment d'être les premiers et donc, du coup, quelque part, les leaders avec des standards. Et comme disait Climène, justement, la contrepartie
d'être Bee Movement Builder, c'est aussi d'avoir 3 objectifs aspirationnels, enfin vraiment d'être parmi les meilleurs. Donc du coup, c'est aussi s'alimenter avec des experts, et BeLab organise des sessions thématiques pour qu'on puisse approfondir un sujet ou un autre. Donc là, j'ai parlé de la matérialité. On a aussi eu une session sur la diversité, l'équité et l'inclusion. On a eu une session sur la neutralité carbone, etc., etc. Et donc, ça nous permet de voir comment les autres entreprises ont pris le sujet, mais aussi, du coup, de nous faire progresser dans notre propre feuille de route. C'est vraiment important d'utiliser la force du collectif pour pouvoir avancer soi-même. On ne peut pas le faire seul, en tout cas. Alexandra en parlait par rapport à la dynamique, le horseball voilà, en interne. C'est vraiment un projet collectif, mais aussi de s'aider finalement des autres entreprises dans la même dynamique, c'est vraiment important. Ne pas rester seul sur son chemin, mais bien avancer ensemble. Et alors, pour finir sur cette phase de découverte, où je vous rappelle finalement 3 objectifs. Le dernier, c'est de vous aider aussi à estimer votre budget Bicorp. Ce que vous voyez à l'écran, finalement, c'est un peu les 4 grands postes de dépenses quand on essaie d'estimer, mais ce chemin vers Bicorp, combien ça va nous coûter. On l'a vu avec Climène, les 2 éléments en bleu, il y a donc des frais de certification annuels une fois que vous êtes certifié. Donc ça, vous pouvez faire déjà une estimation et les prix sont publics et je vous les remettrai dans l'email de suivi. Vous avez, dans le cas où vous êtes dans l'approche grande entreprise ou Bee Movement Builder, des frais de pré-certification. Et ça vous est clarifié pendant cette phase de découverte. Et ma question pour vous 3 qui menez le changement, c'est cette fameuse ligne jaune du temps humain de l'équipe projet. Est-ce que en interne, vous avez fait un peu cette quantification de mais finalement combien de personnes ça implique, combien de jours de travail cela représente ou quel budget ça représente, ce temps humain interne? Qui commence? Merci. Moi, je veux bien me lancer, allez. En fait, alors j'étais en train de me dire que ça serait un super bon indicateur à traduire en ETP. Je ne l'ai pas pour Bonduelle, mais par contre, je peux essayer de faire le décompte parce qu'il y a énormément de collaborateurs engagés à plusieurs niveaux dans l'organisation. Donc, il y a des personnes dont c'est le métier, donc des responsables RSE, donc comme moi ou comme mes relais dans les filiales qui sont RSE/Bicorp. Et ensuite, il y a des relais métiers qui ont parfois une autre casquette, mais qui sont mobilisés quand même majoritairement sur l'impact positif sur Bicorp, sur nos engagements ambitieux, etc. Donc, je dirais que à 80-100% de leur temps, ça mobilise à peu près une trentaine de personnes. Après, on a des relais dans les filiales qui vont être impliqués sur 10, 20 ou 30% de leur temps, avec également des personnes mobilisées en usine. Donc, je pense que si on compte tout le monde, alors avec vraiment des gens qui sont là sur leur temps en majorité, ou d'autres qui sont impliqués, mais moins, je pense qu'on arrive à environ entre 4 et 500 personnes, sans être encore à 100% du déploiement. Parce que on a choisi une approche incrémentale et je vais sûrement y revenir plus tard. Donc plus on va engager, plus on va mobiliser les collaborateurs. Et sur certains projets qui font partie de Bicorp, mais pas que, comme l'implication des collaborateurs dans la raison d'être ou l'engagement civique, par exemple, dans nos communautés, plus on a de collaborateurs engagés, mieux c'est, plus on a d'impact. Donc, il y a un intérêt fort qui a été exprimé de la part de nos collaborateurs à travers une enquête de satisfaction annuelle, et on voit que l'engagement Bicorp, l'engagement impact positif mobilise beaucoup. Donc, on voit aussi que c'est un levier puissant d'engagement, et donc évidemment, on veut l'encourager. Voilà. Non seulement on a besoin des collaborateurs, mais en plus, on sait que c'est un moyen de contribuer à leur engagement. Donc, voilà. Merci Anne-Sophie. Camilla, tu veux nous dire ta perspective justement sur cette question? Ouais, je vais rebondir un peu ce que c'est Anne-Sophie, parce que c'est vrai que si on saisit qui est contributeur dans ces schémas des Bicorp, c'est tout le monde. À la fin du jeu, c'est ça. Et c'est vraiment l'objectif final, parce que c'est un vrai sujet de transformation de l'interne. Donc, on devrait arriver à ça. Après, pour être beaucoup plus pratico-pratique et opérationnel, je dirais que, en tout cas, nous, chez Danone, on a fait les calculs en temps que ça représente. Et donc, on a pris la moyenne de toutes les business units Danone qui sont déjà certifiées. Et on arrive, grosso modo, à entre 4 et 7 mois de process
j'ai dit process de certification. Donc, ce n'est pas l'après, ce n'est pas forcément l'avant, embarquement, etc., mais c'est vraiment la partie BIA. Et après, ça représente à peu près 600 heures de travail, ce qui est à la fin une semaine de travail par topic owner. Voilà. Donc, en fait, chaque personne qui va porter un sujet spécifique va avoir besoin, pendant ces 4 à 7 mois, un minimum une semaine dédiée à 100% sur ce sujet. Et après, selon la taille du business unit, selon aussi les manières dans lesquelles les sujets sont traités, on peut avoir entre 10 à 30 personnes, des core teams, donc topic owners, pour vraiment aller sur la partie certification opérationnelle. Et est-ce que tu peux nous préciser un peu ce que tu appelles un topic owner? Est-ce que ce sont les 5 domaines d'impact de Bicorp ou vous avez redécoupé ensuite le questionnaire? Ah, mais j'allais en parler après. Non. Bon. En fait, non, mais je vais en parler. En fait, Ouais. nous, on a fait 12 approches complètement différentes pour la certification. Et là, on rentre dans la recertification. Et en fait, quand on a fait la première certification, on a décidé de le faire par vraiment expertise. Donc, on avait une personne experte sur les sujets RH, on avait une personne experte sur la partie environnementale, voilà. C'était vraiment très expertise. Et en fait, ce que j'ai trouvé qui n'était pas idéal avec cette approche, c'est que finalement, on ne va pas toucher l'ensemble des salariés, c'est-à-dire en tout cas une bonne partie des salariés, parce que ça reste une expertise. Donc, vraiment, l'objectif de Bicorp, et comme je le disais, c'est vraiment d'embarquer les plus grands nombres et que tout le monde soit vraiment concerné dans ce chemin de transformation. Donc, en fait, ce que nous, on a décidé de faire pour la recertification, c'est qu'on a créé une équipe par pilier du BIA, des cours, dans lesquels on a identifié et on a fait appel à des volontaires pour créer des binômes par pilier. Donc, ce sont des binômes des gens qui ne sont pas forcément des experts, pour le coup. Donc, je donne un exemple. On a pris le sujet gouvernance, où c'est le responsable com interne et un responsable des services consommateurs. Donc, ça n'a rien à voir avec la gouvernance et c'est elle qui pilote ce pilier-là. Et derrière ces binômes, il y a des experts, justement, sur toutes les questions qui rentrent dans chacun des piliers. Mais au-delà des experts, il y a aussi des personnes volontaires qui se sont portées pour travailler sur ces sujets, notamment nos fameux Bicorp Champions qu'on a lancés depuis la certification, qui justement viennent apporter un peu leur regard un peu différent et un peu, je dirais, un peu en dehors du cadre normal pour que cette certification, en tout cas ce processus de certification, puisse toucher au plus grand nombre. Merci beaucoup. Et en effet, on devance un peu l'organisation, mais c'était intéressant de le regarder maintenant. Et peut-être pour finir justement ce retour d'expérience, Alexandra, vous de votre côté, au Groupe Rocher, cette estimation de temps humain, vous l'avez faite, pas faite et tu dirais, ça représenterait quoi? Alors, on ne l'a jamais vraiment formalisé pour le moment, parce qu'on a un peu la même organisation qu'Anne-Sophie et Camilla, avec cette volonté d'intégrer Bicorp dans la stratégie RSE. Donc, de vraiment pas en faire un projet à part entière, ni une ligne budgétaire, ni de le voir comme une contrainte, mais de l'intégrer dans tous les process. Donc, on n'a pas estimé au volume horaire près, mais déjà, on a l'équipe centrale RSE, dont je fais partie, et donc on est déjà quasiment tous à travailler sur Bicorp et sur la stratégie RSE. Et ensuite, ça descend dans les niveaux groupes, donc avec tous les experts techniques sur les RH, la gouvernance, etc., qui vont y consacrer du temps. Puis, au niveau des marques, des responsables RSE Bicorp qui vont déployer le sujet avec les contributeurs locaux. Donc, il y a quand même tous les différents échelons. Et je rajouterais aussi de ne pas minimiser ce que Camilla disait, le temps qui est vraiment process Bicorp. Qu'il y a une vraie barrière à l'entrée pour adapter le questionnaire Bicorp à l'existant, pour reporter, pour créer les pièces que Bicorp demande, et aussi d'autres frais comme ceux que tu affiches à l'écran. Il ne faut pas minimiser non plus, parce que plus une entreprise est grande, plus les frais vont être élevés. Donc, il y a quand même plusieurs choses à mettre dans les lignes budgétaires. Et à estimer, donc c'est tout l'enjeu de cette phase de découverte avec Bilab, sachant que donc cette ligne jaune dont on vient de parler, bah, ça c'est plutôt à vous de faire une estimation et ça dépend de la façon dont le projet va être géré en interne. Et après, il y a cette dernière ligne verte que vous voyez, qui est cette notion d'accompagnement externe. Par moment, cela peut être pertinent de se faire accompagner soit par un cabinet certifié Bicorp, soit par les B-leaders que l'on forme tous les mois avec Bilab. Alors, en soutien un peu de la conduite du changement en interne, moi,
personnellement, mon feedback serait c'est comme quand on part en montagne, à un moment, ça vaut le coup d'avoir un guide pour se repérer. La clé ensuite, c'est aussi de développer ses propres compétences en interne pour être en capacité d'avancer sur le chemin. Parce que le guide, il est là pour un temps, mais c'est clairement la capacité des gens à avancer en interne qui est clé pour que le projet tienne et qu'on ne chute pas dans la descente dont parlait Camilla juste avant. Et donc, ça me fait justement une transition pour parler de cette deuxième étape qui est de mobiliser les bonnes personnes à chaque étape du parcours. Et sachant qu'un parcours Bicorp, ça commence déjà par l'idée de se dire, mais et si on se lançait? Et donc, ma question pour toutes les trois, finalement, qui était à l'impulsion du projet Bicorp, sachant que vous êtes dans 3 cas de figure différents, donc je trouve ça intéressant à partager. Peut-être, Alexandra, je te laisse commencer sur comment ça a démarré chez vous. Donc, comme je l'ai expliqué au début, c'est arrivé il y a à peu près 3 ans, quand le groupe était un peu dans une phase de refonte de ses objectifs RSE. On était arrivé à la fin d'un premier cycle qui nous amenait à 2020 et on se questionnait sur comment projeter le groupe dans des ambitions RSE plus collectives et plus prospectives, plus ambitieuses à horizon 2030. Et c'est là où on a commencé à avoir un peu Bicorp. Donc, l'équipe RSE s'est un peu saisie du sujet. On a fait pas mal de recherches aussi pour voir la validité du label, etc. Et pour ça, Bicorp, c'est très intéressant aussi parce que tout est dispo en ligne. Donc, on peut trouver beaucoup d'informations et faire un peu son propre avis. Et une fois qu'on avait notre avis un peu tranché, qu'on s'est dit, OK, il y a quelque chose et il y a aussi un vrai mouvement derrière, on l'a présenté au comité exécutif avec un membre qui a été plus particulièrement intéressé pour la marque carbone. Donc, c'est là où on a fait ce projet pilote. On a coordonné un peu le retour d'expérience pour voir si ça pouvait aussi bien marcher dans un cadre français, dans un cadre international et pour toutes nos filiales. Et une fois qu'on a un peu pu donner notre avis et qu'on s'est dit, OK, il y a déjà une vraie validité des questions, il y a un vrai mouvement et en plus, il y a un effet d'entraînement qu'on voit dans les différentes marques, on l'a présenté comme un des objectifs stratégiques et le COMEX l'a vraiment totalement approprié et notamment notre PDG. Et ça a été vraiment une des pièces maîtresses, c'est le fait que Brice Rocher l'ait défini comme objectif stratégique de la transformation du groupe. Donc, à la suite de ça, tous les collaborateurs avaient des objectifs dans leur part variable liés à la RSE et un objectif lié à Bicorp, ce qui fait aussi que ça a permis de mobiliser tout le monde et de dire Bicorp, aujourd'hui, pour le groupe Rocher, c'est un must-have et tout le monde doit devenir Bicorp compliant pour faire partie du groupe Rocher et avancer nos objectifs RSE. Merci beaucoup. Donc, c'est impulsion côté RSE et la balle a bien été reprise au niveau justement du COMEX et du PDG. De l'autre côté, groupe Bonduel, je crois que c'est un peu le mouvement inverse, non, qui s'est fait dans la partie Oui, tennis. c'est assez différent. Alors nous, le souhait d'atteindre Bicorp, ça a été annoncé par Christophe Bonduel, en fait, qui quittait ses fonctions de directeur général pour devenir président. Et comme cadeau de passation à Guillaume Debrosse, notre DG actuel, a dit moi j'ai un rêve, et je crois qu'il sortait du World Forum, qui est un événement RSE à Lille. Il a dit j'ai un rêve, je voudrais que Bonduel soit certifié Bicorp. Et c'est une décision qui a été prise comme le font beaucoup de leaders inspirants, sans avoir une idée précise finalement de ce que ça va demander, ni comment on allait y aller. Il l'a fait, je pense, sans consulter les opérations. Voilà, disons, là, on va devenir Bicorp et ce sera 2025. Donc, au-delà du rêve, maintenant, c'est devenu un projet d'entreprise et c'est un défi collectif à relever tous ensemble. Et donc, du coup, on découvre petit à petit comment on va faire pour y arriver. Alors, le fait d'avoir mis 2025 en objectif, c'est à la fois long et en même temps, ça va arriver ça va être demain puisque certifier une grande entreprise, ça prend quand même un peu de temps. Et c'est bien qu'il l'ait fait sans forcément savoir quel moyen à être prêt. Ça nous met à la fois une pression, mais en même temps un objectif ambitieux et un défi à relever. Super, merci. Et pour finir, le troisième cas de figure, le groupe Danone, Camilla, c'était un peu des deux. C'est un peu les deux, effectivement. Parce que nous, c'était un peu comme Bonduel dans le sens où c'était Emmanuel Faber qui un jour a dit en fait, mon rêve, c'est aussi que Danone devienne une entreprise Bicorp. Donc, ça, il l'a posé en 2015. Et à l'époque, il avait dit tout Danone certifié en 2030.
Donc après, il est revenu sur ça parce qu'en fait, Danone a construit ou a traduit les SDGs, donc les Sustainable Development Goals, dans les goals pour Danone. Et dans ces goals, il y avait un qui était être certifié Bicorp. Donc c'était à ce moment-là que ça a été, on va dire, communiqué sur l'ensemble de business units chez Danone. Mais après, chaque business unit devait prendre sa décision aussi. En fait, il n'y avait pas une décision de dire maintenant vous êtes tous obligés, c'est du top-down et faites. Ce n'était pas du tout comme ça l'approche d'Emmanuel Faber à l'époque. Et en fait, nous, Blédina, et ça me ramène un petit peu au passé aussi, c'est que je pense que nous, vu le fait qu'on travaille dans une mission qui est très forte, qui est vraiment d'apporter l'alimentation aux tout petits, en fait, on a des salariés qui sont extrêmement engagés, qui portent vraiment au quotidien la mission de l'entreprise. Et je pense qu'en partant de ça, on a toujours eu cette volonté finalement d'aller encore plus loin. Et je me souviens que quand j'ai pris mes fonctions, en tout cas quand j'ai créé les postes des responsables RSE chez Blédina, il n'y avait pas de feuille de route sustainability, on l'a co-construit avec les salariés. Et donc, en fait, c'est de cette même manière-là qu'on s'était dit, ben, pourquoi pas porter les sujets des Bicorp auprès du comité de direction. Donc, c'était vraiment, finalement, c'est du bottom-up, parce qu'on s'est dit, ben, ça fait du sens, ça fait partie du schéma, la mission, on a posé la feuille de route RSE, maintenant, comment est-ce qu'on va aller encore plus loin dans ce schéma d'amélioration continue, finalement. Et c'est surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que ça vient donner finalement beaucoup plus de puissance aux salariés, aux collaborateurs, pour que nous tous, on devient demain des vrais acteurs du changement. Donc, et c'est de cette manière qu'on l'a vendu auprès du comité de direction. Et j'ai dit vendu parce que c'était pas facile, c'était assez complexe. J'ai passé beaucoup de temps de présentation, d'onboarding, d'aller chercher des sponsors à côté. Voilà. Et finalement, au bout de, je dirais, 3 mois, donc 3-4 passages en CODI, on a réussi à faire accepter que c'était les schémas pour nous, que ça faisait du sens, et on est allé. Donc, c'est approche bottom-up. Après, on va dire une impulsion, une trajectoire posée au plus haut niveau. Et justement, une fois que cette décision elle est prise, l'impulsion elle est donnée, ce que je trouverais intéressant, c'est que vous nous partagiez finalement quelles sont les parties prenantes clés de cette phase d'approche, donc pour préparer cette avant-certification. Il y a, bien sûr, on l'a vu à travers vos exemples, c'est clé, il faut que le leadership soit engagé. Mais ensuite, qui sont un peu les bonnes personnes à mettre dans l'expédition Bicorp, à engager en priorité? Moi, je pense qu'en fait, moi, j'ai dit déjà un peu par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, mais ce qui me paraît hyper important, c'est d'avoir un comité de direction qui soit extrêmement embarqué et qui soit complètement, on dirait, conscient aussi de changements que ça va amener dans l'entreprise et ce que ça demande, ces changements. Après, il faut un lead, ça c'est sûr. Il faut une personne qui prenne le sujet au cœur, au bras, aux jambes. Ça, c'est absolument essentiel. Et après, effectivement, comme je disais, il y a les topic owners, donc des gens experts, mais aussi au-delà des expertises, aussi des gens motivés qui ont envie de pousser de l'intérieur ces changements. En tout cas, c'est comme ça que moi, je les vois. Anne-Sophie ou Alexandra, vous voulez compléter? Oui, moi je veux bien compléter. En fait, pour toute entreprise, d'ailleurs, les entreprises qui sont dans la salle, il y a un avant et après Bicorp, en fait. Parce que Bonduelle est toujours une entreprise très engagée, avait une stratégie RSE, avait déployé plein de choses. Mais évidemment, comme tout le monde, on a fait notre premier Impact Assessment, on a vu qu'on n'était pas à 80, on était très étonnés de ne pas être à 80. Et après, il y a le découpage, le scoping, comme expliquait Alexandra, qui rajoute un peu plus de complexité, parce qu'il y a plusieurs questionnaires, etc. Et le premier truc qu'on a fait, nous, c'est qu'on a voulu co-construire et remettre à jour la stratégie RSE de l'entreprise avec les différents métiers experts de domaine, donc que ce soit l'agro, le directeur industriel, le directeur Compenben, etc. Et construire également par itération, par aller-retour, pour assurer une certaine pertinence, une certaine résonance avec les filiales. Donc ça peut prendre longtemps, mais c'est vraiment important que finalement, on ait un alignement
de notre stratégie RSE avec Bicorp, enfin avec un prisme Bicorp, mais aussi un alignement des parties prenantes qui vont être mobilisées, enfin vraiment qui sont impliquées dans cette première phase de projet. Donc, on a identifié une vingtaine de programmes à peu près très structurants donc de cette stratégie RSE, qui émanent de cette stratégie RSE, dont la plupart sont des fondamentaux, qui pour certains étaient d'ailleurs déjà en place chez Bonduelle, mais pas forcément partout, pas forcément avec un process uniformisé ou robuste, pas forcément avec la documentation qui peut attendre Bilab, etc. Donc ces programmes, ça va de l'excellence opérationnelle, enfin l'excellence des systèmes environnementaux en usine, à l'agriculture régénérative. Donc ça, c'est vraiment très Bonduelle, mais l'ISNA est concerné aussi. Ou alors le dialogue partie prenante. C'est des choses que même si on faisait avant, elles n'étaient pas forcément au goût de Bicorp. Donc c'était intéressant de revoir tous ces fondamentaux à la lumière du B-Impact Assessment. Et nous, chez Bonduelle, on croit beaucoup à l'intelligence collective et on est convaincu que le succès et l'atteinte de Bicorp passera par l'engagement de chacun et l'appropriation de la démarche, bon, déjà pour qu'elle soit pérenne dans le temps, mais aussi pour qu'elle permette une vraie transformation des pratiques de l'entreprise par l'inspiration et l'ouverture qu'offre Bicorp. Donc du coup, la façon de travailler, c'est vraiment celle-là. C'est pas une personne qui formule une stratégie que tout le monde applique, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on peut fonctionner ensemble, comment est-ce qu'on peut progresser, comment est-ce qu'on peut comprendre le B-Impact Assessment, etc. Et nous, notre rôle au corporate, c'est de développer des outils pour que justement un maximum de personnes, de collaborateurs dans l'entreprise puissent s'approprier la démarche et faire partie du projet. Merci. Et justement, votre rôle, Alexandra, au corporate chez Yves Rocher, de ce que tu m'avais dit en préparation, c'est aussi d'animer une communauté d'experts qui, derrière, on va dire, donne des éléments aux autres contributeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon justement dont vous avez organisé ça, et notamment entre usines, je dirais, entre sites de production et sites de distribution, ce qui est l'un de vos challenges d'organisation? Tout à fait. On est vraiment sur une structure assez complexe avec le groupe parce qu'il y a des usines de production, de distribution logistique qui vont avoir des enjeux totalement différents des personnes qui sont dans le business, dans le retail, dans les réseaux de vente un peu directs. Donc, on a vraiment vu avec Bicorp une opportunité de créer des symbioses, de renforcer des liens et d'animer une équipe Bicorp assez transverse, ce qui n'existait pas forcément avant. Même entre les marques, on n'avait pas forcément de collaboration sur des projets, etc. Et donc, Bicorp, ça a permis de questionner ça et de réinventer un peu les manières de fonctionner. Donc, comment est-ce qu'on a procédé de manière très factuelle? La première, ça a été de nommer dans chaque marque un responsable RSE et Bicorp, qui n'était pas forcément un rôle déjà existant ou très institutionnalisé dans le passé. Et ensuite, tout le long de l'année, on a vraiment essayé de les animer à travers des workshops pour découper le questionnaire Bicorp par thématique stratégique. Donc, on n'a pas pris le découpage que Bicorp fait, puisqu'il y a quand même des mélanges de métiers et d'expertise dans les 5 grands thèmes Bicorp. Nous, on a vraiment pris ceux qui fonctionnaient pour nous. C'est-à-dire qu'on a pris les axes de responsabilité plutôt que les thématiques Bicorp. Donc, on a eu des workshops sur les RH, sur la gouvernance, sur les achats responsables, les sites responsables, les produits, l'impact environnemental, etc. Et à chaque fois, on essayait d'avoir un expert, un responsable Bicorp, pour qu'il puisse ensuite travailler sur un plan un peu plus global et l'intégrer vraiment à la stratégie de marque. Donc, c'est notre manière de dire, c'est votre responsabilité. Donc, dans Bicorp, entre guillemets, vous avez un potentiel de 25 points à les gagner sur les 5 prochaines années. Comment est-ce que vous allez changer vos process pour s'améliorer sur ça? Merci beaucoup. La deuxième partie prenante clé, quand même, qu'on n'a pas mentionné au-delà du leadership, etc., c'est quand même l'équipe RSE centrale ou au niveau de la marque, parce qu'il ne faut vraiment pas faire de Bicorp quelque chose d'annexe à la RSE. Et si jamais l'équipe RSE n'est pas convaincue du bien fondé de Bicorp ou qu'elle n'est pas capable de repenser ses process à la lumière de Bicorp, ça peut être très difficile par la suite pour le déployer. Et c'est justement pour ça que vous êtes au centre du dessin. Finalement, le chef de projet, l'artisan de tout ça, c'est l'équipe RSE qui doit aussi se réinventer et apprendre à utiliser une autre boussole de navigation. Donc, gérer à la fois, je dirais, la carte qui est le plan stratégique ou la stratégie RSE déjà posée et la boussole Bicorp et voir comment les deux interagissent
ensemble. Et alors, je vois le temps passer. On arrive sur notre 3e étape et dernière étape, qui est justement, une fois qu'on a mis les bonnes personnes, on est sur le bon chemin, on a mis les bonnes personnes dans l'équipe, comment on fait pour gérer les obstacles sur le chemin? Et j'ai envie de te poser la question à toi, Climène. D'abord, quels sont finalement les principaux challenges que rencontrent les entreprises que toi, tu vois dans cette démarche Bicorp? Le premier, Anne-Sophie l'a déjà incarné, hein, c'est le décalage entre la première note Bicorp, le premier score au BIA que l'on fait, et ce que l'on pensait qu'on était. Beaucoup d'entreprises ne se rendent pas compte du niveau d'exigence extrêmement élevé de Bicorp, et donc ça peut être décourageant, comme ça peut être au contraire complètement excitant en se disant bon en fait ça y est, j'ai appris quelque chose, je pensais que j'étais au top et en fait je suis je crois que c'est un terme que Alexandra avait utilisé une fois, un peu extrême, mais où je suis dans la médiocrité. Bon, et en fait, c'est parce qu'il est très. Elle se fixe elle-même des objectifs de. Mais c'est même plus le Mont Blanc, c'est l'Everest dans son cas. Mais l'image, c'est ça, c'est-à-dire que effectivement, ça c'est un truc qui donne un gros coup de froid, éventuellement de frein, mais je pense avant de mieux repartir, c'est de se dire, c'est ce premier diagnostic où on s'aperçoit que en fait, le chemin va être beaucoup plus, il y a un peu plus de kilomètres à faire que ce qu'on pensait au départ. Et puis, la deuxième chose, c'est le temps. Je me demande aujourd'hui si globalement les entreprises, alors je ne parle pas des entreprises qui sont autour de la table parce que je trouve que celles-ci prennent leur temps, mais je vois beaucoup dans les entreprises qui nous contactent, des entreprises, elles veulent être certifiées avant même d'avoir commencé. Et elles sont frustrées parce que, alors, Edu, le questionnaire n'est quand même pas ultra facile, donc on ne le fait pas en 5 minutes sur un coin de table. Et puis, une fois que, donc, effectivement, on s'est dit, déjà, effectivement, comment je m'y prends, qui va le faire, et nos panélistes ont très bien décrit la complexité de l'organisation à mettre en place. Donc, tout ça, ça prend du temps. Et après, en plus, effectivement, les équipes chez Bilab ont des capacités de temps limité et en plus les processus chez Bilab sont longs et donc cela provoque énormément de frustration et je pense que Alexandra peut également en témoigner et donc en fait ça oblige et parfois ça peut aussi être un frein mais c'est vrai que ça oblige à être une démarche où on va être obligé de se dire on pensait que, parce qu'on part fleurofusion, on dit et on annonce fort en interne, nous faisons un objectif de certification à telle échéance, et puis en fait, rapidement, on s'aperçoit que l'objectif ne va pas pouvoir être tenu parce que cela prend du temps, mais je pense que en tout cas dans le temps que l'entreprise prend pour le faire en interne, ce temps est nécessaire parce que ça permet d'aller au fond des choses. Voilà sur déjà 2 premiers challenges à relever. Et Anne-Sophie, peut-être tu peux compléter avec d'autres challenges que vous avez identifiés, notamment en ayant un objectif ambitieux posé extérieur et ensuite à faire. Comment on tout à fait. dépasse ça? Le premier qui fait écho au décalage entre le score qu'on pensait avoir et celui qu'on a, je pense qu'au départ, chez Bonduelle, on pensait que c'était une affirmation de qui nous sommes, donc des champions RSE, des leaders, et que finalement, Bicorp, ça va juste être le tampon qui réaffirme ça et qui valorise ça. Et finalement, il y a quand même un petit peu de transformation, à la fois des transformations de process, parce que Bicorp demande de beaucoup structurer, de travailler sur des sujets qu'on n'avait pas forcément identifiés, de professionnaliser beaucoup plus notre démarche, de formaliser, de processiser, etc. Et nous, c'est vrai qu'on est une entreprise française, plutôt une culture de l'oral. On n'a pas forcément cette, voilà, c'est pas forcément dans nos process, dans notre culture, dans notre quotidien de formaliser. Donc ça nous demande de progresser un peu là-dessus. Et donc du coup, ça forcément,
on a besoin de mobiliser l'ensemble des parties prenantes, mais à commencer par les comités de direction et les COMES, sur le fait que oui, il va falloir quand même changer quelque chose dans nos process, pas seulement l'ambition, mais aussi les process. Et sur l'ambition et la stratégie, on a fait, enfin, je sais que, alors pas seulement Bicorp évidemment, mais Bicorp nous a poussé à reformuler notre raison d'être, à la reformuler aussi au prisme de Bicorp, à savoir ce que ça allait impliquer cette raison d'être, et du coup à mobiliser quand même le COMEX à réactualiser une stratégie qui inclut Positive Impact and Sustainable Growth, donc vraiment la croissance et l'impact au même niveau et pas l'une après l'autre, etc. Donc ça, c'est un message très fort. Donc ça, c'est au niveau du COMEX, qui n'est pas forcément la partie la plus difficile. Enfin, pour un groupe de notre taille et avec cette ambition, ça coule de source. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'engager les CODIR de la même manière, en fait, que finalement les CODIR des filiales, donc de manière plus locale et ensuite des usines, hein, même à un niveau très, très local, très opérationnel, que l'impact positif, finalement, autour de Bicorp, etc., ça devienne un projet vraiment le cap, soit complètement partagé, qu'il y ait un alignement parfait, etc. Parce que dans le quotidien, impact positif long terme et quotidien court terme, ça peut être, ça ne l'est pas toujours, mais ça peut poser des choix. Et c'est important que les CODIR soient alignés justement sur ce qui est prioritaire, ce qui est tout de suite, ce qui est demain, etc. Justement pour nous accompagner et pour accompagner le déploiement opérationnel. Et le deuxième, donc le 4 à l'écran, c'est donner les bons outils et les bons process dès le départ pour soutenir les équipes mobilisées et les faire monter en compétences. Alors, on avait beaucoup d'expertise, on a toujours beaucoup d'expertise évidemment dans les métiers, et on avait des experts RSE. Et du coup, comment on arrive à créer les deux ensemble pour avoir un cap commun, une stratégie commune et un déploiement opérationnel qui aille dans le bon sens, en tout cas dans le sens de Bicorp. Et nous, c'est vrai que face à tout ce qu'on avait à faire, on a eu tendance à vouloir tout mener de front. Et là, ça y est, là, au bout de 2 ans de construction, de structuration de projet, on commence à avoir un sens plus précis des priorités. Notre raison d'être nous a beaucoup aidé aussi à fixer les priorités, à voir ce sur quoi on allait aller, voilà, puissance 10 ou alors puissance 7, voilà, mais de voir un peu où on allait fixer les bons niveaux d'ambition et ce qu'on devait juste formaliser, par exemple, ou vraiment des projets plus long terme qu'on devait mener. Et là, récemment, pour donner un exemple très, très concret, on a formalisé un guide pour les filiales, justement où on explique déjà ce que veut dire chacune des questions Bicorp, parce que même quand on est expert RSE, on n'est pas forcément. Bicorp est une troisième langue hein, à apprendre. Et donc, du coup, comprendre les questions, comprendre ce qu'attend aussi l'auditeur en termes de pièces justificatives, formalisation, etc. Et donner des guides. Voilà, par exemple, il existe tel process au niveau groupe, au niveau corporate que vous pouvez utiliser, desquels vous pouvez vous inspirer, etc. Et donner des éléments de benchmark pour pouvoir les aider en fait dans leur déploiement et qu'ils n'aient pas à faire tout ce travail de comprendre la question, etc. Voilà, leur faciliter la vie en fait. Un gain de temps aussi pour chaque personne qui est impliquée derrière. Merci. Voilà. Alexandra, dans les challenges, tu l'as un petit peu mentionné auparavant, mais il y en a un autour des points de convergence avec ce qui est là et ce que Bicorp demande, qui est peut-être l'un des points que Ça vous avez rejoint réussi un à peu dépasser. ce que Anne-Sophie vient de dire aussi sur la priorisation. Bicorp, en fait, c'est tellement vaste, 250 questions et 250 sujets presque sur lesquels on peut agir. Et si on n'est pas déjà très ancré sur quel est l'impact qu'on veut faire, vers quoi est-ce qu'on se projette, il y a un grand risque de se perdre. Déjà d'un point de vue stratégie. Et ensuite, il y a un grand risque de se perdre aussi d'un point de vue reporting. Parce que Bicorp fonctionne selon ses propres mesures, selon ses propres standards. Et il faut être aussi très certain de ce qui est important pour nous. Et c'est vraiment un point d'équilibre à trouver pour que Bicorp ne devienne pas juste des cases qu'on coche, mais que ça devienne une boussole, que ça devienne un outil pour prioriser, pour faire des arbitrages et pour driver la stratégie. Donc c'est vraiment, il ne faut pas juste mesurer pour Bicorp, il faut mesurer ce qui est pertinent par rapport à l'entreprise, par rapport aux enjeux matériels et par rapport aussi aux domaines d'impact sur lesquels on a envie d'agir. Donc vraiment, mon conseil, ce serait de l'ancrer pleinement dans la stratégie pour en faire un outil d'aide à la décision, de renoncement, et aussi que les comités de direction et les comités exécutifs puissent se dire « Ok, Bicorp nous donne des indices, mais nous, on veut arbitrer dans ce sens-là pour telle et telle raison, qui sont propres à l'entreprise. »
Et autre challenge, plutôt dans la posture du chef de projet de cette ambition en interne, c'est toi, comment tu le vis? C'est parfois assez délicat et je sais que les autres personnes autour de cette table ont déjà vécu un peu des moments de solitude et d'incertitude comme on le vit au sein du groupe Rocher. Il faut avoir une posture où on est capable de gérer à la fois des projets très complexes et des questions où on n'a pas de réponse et où les réponses ne dépendent pas directement de nous ni d'un travail qu'on peut fournir. Puisqu'on va travailler avec des parties prenantes externes, le BILAB, qui sont aussi dans des phases de travail, de restructuration et d'amélioration du questionnaire. Donc, il y a vraiment tout un environnement d'incertitude et de complexité qu'il faut apprendre à gérer pour ne pas créer du flou au sein des équipes. Donc, il y a un peu un rôle de psychologue interne pour continuer à donner du sens aux personnes, pour continuer à leur donner une visibilité sur le futur et les éléments de réponse qu'on peut avoir et réaliser des arbitrages en toute incertitude, qui n'est vraiment pas du tout habituel, je pense, dans les modes de fonctionnement et de décision des grandes entreprises et des boards des grandes entreprises. Donc, c'est assez déroutant, mais il faut être très serein face à ça. Finalement, ton rôle est un peu celui d'être premier de cordée sur la ligne de crête, à montrer la direction tout en sachant que voilà, chaque pas, on est challengé. Tout à fait. Et pour autant, ils vont garder un pas ferme pour embarquer. Et embarquer justement à tous les niveaux de l'organisation, c'est un des challenges, un autre challenge à relever. Camilla, peut-être que tu peux nous en parler plus en détail dans le cadre Danone, hein, et de Blédina en particulier, vous avez eu cette approche bottom-up. Ben oui, en fait, on a déjà pas mal parlé, mais ce qui est important, effectivement, quand on s'embarque dans une aventure comme celle-là, c'est embarquer à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas seulement une question de, je dirais, les gens qui sont motivés ou qui sont engagés d'un point de vue RSE, ou les gens qui ont des fortes convictions, ou les codis, mais il y a quelques parties prenantes qu'on a tendance à oublier, et notamment quand on a des sites industriels, on va dire, dans les cadres de la certification, et c'est les opérateurs, par exemple. Et donc, nous, on a fait un énorme travail justement d'embarquement de ces personnes-là pour finalement, de manière très concrète, leur démontrer, en fait, parce que ce type de sujet, c'est un peu éloigné de leur quotidien, ça reste des sujets un peu plus stratégiques, un peu, je dirais, en dehors de leur day-to-day, de leur opérationnel. Et en fait, ce qui était important, c'est justement de les ramener à leur niveau opérationnel. Et c'est dire, ben, en fait, tout ce que vous faites au quotidien, ça vient apporter finalement à cette feuille de route, ça vient apporter à cet impact positif et ça vient apporter à cette certification Bicorp. Donc, c'est vraiment un énorme travail qu'on a fait à ce niveau-là. Et après, moi, ce que j'ai envie de dire, parce que nous, on l'a vécu justement avec le départ d'Emmanuel Faber, ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'une gouvernance, ou en tout cas un comité de direction, un COMEX, etc., bouge tout le temps. Et ce qui est très important, c'est dire que, en fait, l'engagement ne doit pas reposer sur une seule personne ou sur juste quelques personnes. Ça repose sur tout le monde. Et ça doit être comme ça si on veut justement que ce type en tout cas, que cette démarche, elle aille vraiment jusqu'au bout et que ça puisse vraiment nous amener dans ce chemin de transformation. Donc, pas juste dépendre de ceux qui l'ont impulsé, mais bien l'ancrer finalement dans la démarche de l'entreprise. Merci pour tous ces partages. Et justement, le mois prochain, Bilab France, Climène, vous lancez un programme pour aider les entreprises à dépasser ces obstacles et à échanger, donc spécifiquement pour des entreprises de plus de 100 millions de chiffre d'affaires, donc éligibles à l'approche grande entreprise simplifiée ou B-Movement Builder, comme on l'a vu un peu plus tôt. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce support que vous proposez justement dans ce chemin un peu en ligne de crête, comme on l'a vu dans les différents retours d'expérience? Oui, ça vient totalement répondre à ce que Kabila, Alexandra et Anne-Sophie ont pu témoigner sur la difficulté d'être dans ce chemin de certification pour des grandes entreprises. Donc, nous, Bilab France, on est sur le point de lancer. Le kick-off est annoncé le 22 novembre à Lise. Effectivement, un programme de support pour les grandes entreprises qui comporte 4 volets.
C'est que c'est permettre aux entreprises d'être invitées aux activités de la communauté Bicorp France pour déjà pouvoir engager avec la communauté et bénéficier des groupes de travail et des expériences. Ça, c'est accessible uniquement pour les entreprises qui sont engagées financièrement dans le processus. Ça ne va pas être accessible à tout le monde. Nous avons développé des outils et des formations, donc en parallèle de la formation BeLeader dont tu as déjà parlé, Sophie, nous avons également des bootcamps pour aider les entreprises à s'approprier le BIA ou s'approprier la philosophie Bicorp au sein d'une entreprise. On peut aussi citer, et ça je remercie Danone, la plateforme 101 de Danone, qui est une formation à l'attention justement des salariés d'une entreprise pour embarquer toute une entreprise dans la certification Bicorp, une plateforme qui explique ce que c'est avec des mots très simples Bicorp pour une entreprise. La partie la plus importante de ce support, c'est le lancement d'un groupe de travail grande entreprise. Et l'idée est de rassembler au niveau France. Donc, ce que finalement, autour de la table, 3 panélistes font déjà de manière informelle, eh bien, nous, on va le structurer. C'est-à-dire qu'on va organiser on va formaliser justement un échange régulier entre entreprises engagées dans un chemin de certification pour pouvoir justement répondre à leurs questions collectivement et faire en sorte que les expériences des unes servent aux autres et que, et bien sûr, un mode effectivement collectif, collaboratif, coopératif, les uns aident les autres et inversement. Et puis enfin, on leur rappelle aussi qu'ils peuvent s'appuyer sur des experts Bicorp, soit les cabinets de conseil qui sont certifiés, accrédités sur la plateforme Bicorp Way ou les fameux BeLeader dont nous avons déjà parlé. Donc, effectivement, vous êtes intéressé, vous me contactez. Et vous avez les coordonnées de Climène à l'écran. Et je remercie eh bien, à l'avance justement Alexandra, Anne-Sophie et certainement Kabila de justement faire partie de ce groupe pour aider les futurs candidats. En partageant au-delà de juste en 1 heure de webinaire, on n'a pas le temps de couvrir tous les sujets et d'en rentrer dans le détail, mais ça vous donne un peu un aperçu aussi de la richesse des échanges que vous pouvez avoir au sein de ce groupe. Avant de vous poser une ultime question, je voulais un peu récapituler finalement ce que l'on vient de voir. À savoir, du coup, maintenant vous êtes un peu plus au clair sur ça veut dire quoi prendre le bon chemin, et j'insiste vraiment sur ce processus de cette phase de découverte à enclencher si vous avez le moindre doute. Et suite au webinaire, moi je me tiens à votre disposition si vous voulez avoir un ping-pong de 30 minutes juste pour voir si dans la checklist qu'a partagée Climène, il y a des points qui concourraient à lancer une phase de découverte. Alors, deuxième étape, on l'a vu, très, très importante, c'est de mobiliser les bonnes personnes à chaque étape, d'embarquer en fait le plus largement possible dans l'organisation. Et puis, j'espère que aussi les éléments partagés par les panélistes vous ont donné quelques idées des obstacles que vous pouvez avoir sur votre chemin et finalement de comment les dépasser. En conclusion, j'ai envie de vous poser tout simplement la question, quel est le conseil que vous donneriez à une entreprise internationale qui se lance maintenant, forte, alors pour Alexandra, Anne-Sophie et Camilla, de l'expérience que vous avez déjà acquise, et puis pour Climène, de toutes les entreprises que toi tu vois passer et que tu vas bientôt, auxquelles tu vas bientôt apporter ce support grâce à ce programme qui se lance. À moi de commencer. Je dirais de bien s'entourer d'un équipage relativement conséquent, expert et motivé pour pouvoir naviguer sereinement dans la complexité. Merci Alexandra. Anne-Sophie, prenons dans l'ordre. Alors, je vais synthétiser ce qui a quand même été déjà dit. Disons, ne pas s'éparpiller, ne pas vouloir tout faire d'un coup, donc choisir ses combats, commencer par les fondamentaux, bien faire le lien entre RSE et Bicorp, et surtout ne pas oublier le sens. Et essayer de faire bien plutôt que faire vite. Bicorp n'est pas une course de vitesse, encore une fois, c'est une course de fond. Merci. Camilla?
Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que faites de cette aventure un vrai sujet de cohésion, de fierté, de transformation pour faire justement différemment avec vos équipes en interne, chercher des volontaires, voilà, chercher vraiment à faire en sorte que tout le monde soit impliqué et que ça soit un vrai sujet de fierté. Merci. Et Climène, je te laisse conclure. Moi, mon conseil, c'est faites-vous confiance, allez-y et faites-vous plaisir. Le chemin est beau. Le chemin, oui, non, mais c'est douloureux, mais enfin, c'est vraiment, je pense que pas une entreprise qui s'est lancée là-dedans n'en a pas tiré peut-être de la souffrance, mais du plaisir dans tous les cas de figure, c'est certain. Donc franchement, allez-y. En plus, c'est gratuit. Le questionnaire, enfin la certification, non, mais le questionnaire, il est gratuit, donc vraiment, faites-vous plaisir. Et moi, je conclurai en reprenant la métaphore de l'alpinisme, finalement, c'est ayez conscience qu'à partir d'une certaine taille, c'est comme faire le cap entre passer de la randonnée sur des sommets à 2000 mètres et s'attaquer au Mont Blanc ou au Cervin que je vous montrais dessiner un peu plus tôt. Il y a la claque de l'altitude, il ne faut pas la sous-estimer. Et tant qu'on ne s'est pas lancé sur le chemin, on ne peut pas savoir si on a le mal de l'altitude. Donc, prenez votre temps. Acclimatez-vous à ces niveaux d'altitude et une fois qu'on est monté aussi haut, je pense que c'est difficile de redescendre. On a envie d'y rester. Voilà, ça sera mon petit mot de conclusion en vous remerciant du coup toutes les quatre pour tout ce que vous nous avez partagé.